Rebonjour. Sur Post Canada, à la fin de la livraison à domicile pour le courrier, d'abord, qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui vont voir ça aujourd'hui et aux citoyens qui seront inquiets? Oui, bien, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut reconnaître la situation financière de Post Canada qui est insoutenable. On a dû renflouer les coffres de Post Canada à 2 reprises pour à peu près 1 milliard à chaque coup, simplement pour maintenir les opérations de Post Canada. C'est une société qui perd des millions à tous les jours, donc il n'y a pas le choix de restructurer Post Canada pour s'assurer de préserver sa viabilité financière à long terme. Donc, ce que Post Canada annonce, ça fait écho à ce que j'ai annoncé en septembre, c'est-à-dire la levée du moratoire sur l'implantation de boîtes postales communautaires. Il reste 4 millions d'adresses au Canada, donc à peu près le quart des adresses qui reçoivent toujours leur courrier à domicile. Ça coûte plus que le double livré à domicile par rapport à la livraison d'une boîte postale communautaire. Donc, dans l'intérêt de préserver la viabilité financière de Post Canada, on a levé le moratoire. Maintenant, Post Canada est en train d'opérationnaliser cette décision-là. Mais pour les citoyens qui peuvent être inquiets, par exemple, qui pourraient avoir des enjeux de mobilité, il y a un programme qui existe que j'ai demandé à Post Canada aussi d'assurer qu'il soit bien connu des citoyens qui vont être dans les premières tranches, parce que ça va se faire sur 5 ans, cette transition-là. Un programme qui existe qui permet, par exemple, dans le cas d'une personne qui sera à mobilité réduite, d'avoir le courrier quand même à domicile. Là, vous avez choisi 13 municipalités pour commencer. Comment on a choisi ces municipalités-là? C'est Post Canada à qui il faudrait poser la question. Je ne suis pas dans les opérations courantes de Post Canada. C'est qu'eux regardent selon différentes données, par exemple, là où il y a déjà eu des consultations, là où ils peuvent implanter les boîtes postales de manière plus efficace, plus rapidement. Mais comme je le dis, c'est une transition qui va se faire dans la durée quand même. Là, on parle de 5 ans pour mettre en œuvre la transition complète. Puis ça va se faire évidemment en consultation avec les villes impactées pour savoir où implanter ces boîtes postales communautaires. Mais comme je le dis, livrer une adresse à domicile, c'est sauf erreur à peu près 360 $ par année versus 150 pour livrer dans une boîte postale communautaire. Il y a moins d'accidents de travail aussi pour les travailleurs des postes. Puis, il y a déjà à peu près le 3/4 des Canadiens qui reçoivent leur courrier dans une forme de boîte postale communautaire. Ça peut être ceux qu'on imagine des fois sur les coins de rue, mais ça peut être aussi dans des blocs appartements où tu as plusieurs adresses à un même point de livraison. Can we have you in English talk about Canada Post and the conversion to community mailboxes by the end of the year and the path ahead for the Crown Corp? Sure. So, first, this is echoing an announcement I made in September where we lifted different moratoriums that have prevented the transformation of Canada Post, one of which, a moratorium that prevented the conversion to community mailboxes for 4 million addresses in the country. So currently, about 3/4 of Canadians receive their mail in one form of community mailbox, whether it's in an apartment building or the community mailboxes that we see on the side of the streets. What we have to understand is that Canada Post has accumulated over the last couple of years $5 billion in deficit. The federal government has had to re-inject $2 billion in the society just to keep it afloat. This is unsustainable, and repeated bailouts by the federal government is not a long-term solution for Canada Post. It needs to transform. One part of this transformation is going forward with this transition to community mailboxes, which will save hundreds of millions to the corporation because it's much less costly to deliver to a community mailbox than to an individual address. What do you say to the union arguments that the feds and the Crown Corp are basically railroading over the negotiations that they've been having over the last couple of years? Well, no, there's an agreement in principle between the executive of the union and the corporation. It's going to be, the members will be voting on this agreement that has the support of the union's executive. We'll be waiting for that vote, but I think it is paramount for Canada Post to have stability in terms of its labor relations. It's been very costly for Canada Post to have these work stoppages in the last 2 years, and I'm hopeful that the union will vote in favor of what their executive recommends, and that we'll move forward with this transition for Canada Post in the interest of Canada Post, which is delivering an essential service for Canadians. Monsieur Landon, il y a des gens à Québec qui se demandent si avec votre majorité récente et l'arrivée de Christine Fréchette, vous êtes en mesure peut-être de régler la question du financement là, du tramway à Québec. Ah, bien, la question du financement du tramway à Québec fait partie d'une discussion plus large sur les ententes en transport en commun qu'on doit finaliser avec Québec. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Puis oui, moi, je suis très, disons, optimiste par rapport à ce qu'on va être capable de faire avec la première ministre Fréchette, que je félicite d'ailleurs pour son assermentation hier.
je crois que c'est de bon augure pour arriver à livrer le plus vite possible pour les Québécois. Ils se rencontreront. Oh, vas-y. Plus généralement, c'est ça, rencontre demain avec M. Carney. Comment vous voyez ça? Est-ce que le courant passe bien entre M. Carney et Mme Fréchette? Mais quand on regarde les priorités de Mme Fréchette, que ce soit en matière de logement, en matière de mobilité, en matière d'économie, on est très bien aligné avec la première ministre Fréchette. Donc, je crois que... Puis, il y a une fenêtre là, pour livrer le plus possible. Donc, moi, je pense que les relations vont être très bonnes avec l'administration Fréchette. Plus d'atomes crochus qu'avec Bernard Drainville? Ah, là, c'est des questions hypothétiques, là. Mais je salue quand même M. Drainville. C'est pas facile, une course au leadership. Puis, je veux dire, je pense que à ce stade-ci, on va travailler avec le gouvernement du Québec, puis on travaillera toujours avec le gouvernement du Québec, quel qu'il soit, dans l'intérêt des Québécois. Merci bien. Merci beaucoup. Mr. Davies, on Canada Post, the conversion to community mailboxes, they announced today that they're going to start that work by the end of this year. What's your reaction to it? Well, you know, I think this government has really mishandled the Canada Post file for a long time. I think there's lots of opportunities to work with the union to make Canada Post more profitable. I think this government pledged, the Liberals pledged anyway, that they would protect home mail delivery. This is a complete breaking of that promise. And so I would just urge the government to work with the union to resolve this issue and make Canada Post the profitable, effective, efficient service I think Canadians want. On a different topic, the Conservatives this morning accusing the Liberals of trying to stack the deck on committees and accusing the Liberals of filibustering on committees to try and protect François-Philippe Champagne. I'm wondering what your take is on it, considering the switch we saw in between elections to a majority government status. Do you think changing the committee structure makes sense? Do you have the same concerns as the Conservatives? What's your take? Well, look, committee structures should reflect the party representation in the House. The change that we see now is that Liberals do have a majority. So I think it's only natural that the Liberals will want to see a majority reflect on committees. So I think that's inevitable. It's going to happen. In terms of filibustering, I mean, I've sat and watched Liberals and Conservatives accuse each other of filibustering for years, and both of them are guilty of doing it for political purposes. We in the NDP believe that committee work is essential, and we should be getting down to work to do the hard work, both to pass legislation and to conduct the studies Canadians want. So enough of the filibustering, more actual parliamentary work, and I fully expect Liberals to gain a majority on committees in the near future. And I'm pretty sure I know where you stand on this, but just to get you on the record, there's talk today from Corey Hogan about meeting the July 1st deadline. He says he's very confident on the pipeline MOU, I should say. Very confident they'll meet that. You're a BC MP. He thinks that the BC government is receptive to the idea as long as the route changes from the northern coast to somewhere else that might be acceptable. Is there any route that would be acceptable to you? Well, you know, it's hard to speculate on potential possibilities. You know, what we've said for a long time is we'd like to see work on an east-west clean electricity grid. We think that's where the future lies. It's a nation-building project. It's a sovereignty play by connecting us from coast to coast to coast. So rather than get mired in the politics of pipeline politics, where you've got extremely serious issues of Indigenous consent, obviously, the British Columbia and Alberta governments don't see eye to eye on this. You know, we'd rather focus on an area of consensus, like making sure every Canadian can access to plentiful, cheap, clean electricity. So that's where we sit on it. So do you think that social media should be banned for kids under 16? The government is currently considering that option. Well, like I said yesterday, I think every family in the country is concerned about making sure that their children don't have access to inappropriate things on the internet. That's the reality of modern life today. The truth is that too many children do get exposed to things that are harmful. So I think that we have to explore all sorts of different possibilities to deal with that situation. I know some countries are moving towards age restrictions on social media and websites. I think that's something that ought to be looked at. Just to follow up from this question, so that means would you support in principle to combat this age verification software that would identify people's identity vis-a-vis government documents and the like, and do you have any privacy concerns about that, given your privacy and data security concerns elsewhere, like on the price topic recently? Yeah, no, I'll just repeat what I said. Every family in the country is concerned about their children having access to inappropriate things on the internet.
And so I think we have to recognize that problem. We have to look at, are there technologies or ways that we can better protect children in that regard? I don't have any particular result in mind. I know some countries are looking at age restrictions. I think that's something Canada should look at. And yes, I do have concerns about privacy and access. I mean, these are the important values that are engaged by these discussions, which makes them difficult issues to navigate. But, you know, can we come up with policies where our children are protected from inappropriate scenes of violence, inappropriate sexual material? Can we do that at the same time making sure that people have access to a free and open democratic internet? I think we can do that. But I think this government has ignored this problem for too long, and I think it's time that we do take a good look at this issue. Monsieur Lévy, est-ce qu'on peut essayer Post Canada en français? Votre réaction? Je vais essayer. On pense que le Poste canadien est une très importante institution pour les Canadiens et Canadiennes. On pense que la coopération can be peu profitable, mais le syndicat a beaucoup des bonnes idées pour le système de modernisation et aussi les libéraux promised et promis les Canadiens le delivery à la maison est très important. Les néo-démocrates est d'accord. Merci beaucoup. Merci. I have to practice. You got me now. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Take care. C'est gentil. Ça va, oui. Je sais que Post Canada vient d'annoncer que Sept-Îles sera dans les premières villes où on va implémenter la fin du courrier à domicile. Comment vous réagissez pour les gens de votre circonscription là, qui ne recevront plus leur courrier à la maison? Bien, pour moi, je trouve que c'est prématuré et irrespectueux. Plusieurs élus de la Côte-Nord, mais je vous dirais l'ensemble des élus, l'Assemblée des préfets de la Côte-Nord a demandé est-ce qu'il y ait des consultations d'abord. Donc, pour moi, c'est une méconnaissance du territoire où on va dire Sept-Îles, c'est une grande ville, mais quand on a un bureau de poste, disons, central, comme avec Bécomo ou Sept-Îles, ça va aussi avoir des impacts sur d'autres endroits de la circonscription. Je pense à Anticosti, je pense à la Basse-Côte-Nord, la Mingani, qui n'ont pas accès au même, quand je parle d'Anticosti ou je parle de la Basse-Côte-Nord, les Amazones de ce monde n'existent pas, donc c'est un monopole de Post Canada. Donc, on est en train de fragiliser des communautés qui ont vraiment besoin pour différents que je pense aux médicaments, par exemple, ou que je pense à la nourriture, ou bref, ils ont besoin de Post Canada. Donc, on consulte personne, ça a des impacts négatifs et on nous annonce ça de façon absolument cavalière. Parce qu'il y a quelques semaines, je parlais avec quelqu'un de Post Canada parce qu'on avait des difficultés pour le recrutement et on disait oui, on est en train de régler ça, telle autre difficulté, on est en train de la régler, mais en fait, c'était du pipeau. On nous annonce qu'on ferme aujourd'hui. Donc, que ce soit pour la Prairie Candiac, que ce soit pour Sept-Îles, mais je pense qu'il faut, quand on parle d'une société d'État, donc, c'est un service qui est offert à la population. Je pense qu'on devrait consulter d'abord la population plutôt que prétexter qu'on fait des économies de bout de chandelle. Comment vous balancez ces craintes-là qui sont visiblement justifiées avec le fait que Post Canada n'est visiblement plus financièrement viable, ça coûte des milliards maintenant par année aux contribuables? Ouais, je trouve ça étonnant qu'on soit surpris aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on devrait être surpris qu'il y a vraiment une transformation qui devrait avoir lieu chez Post Canada. Les facteurs l'ont fait à plusieurs reprises. Ils ont proposé des solutions qui ont été repoussées du revers de la main. Moi, je trouve ça quand même très marquant de la part du gouvernement. Donc, ils ont rencontré, je crois, c'était en 2016, et on n'a rien mis en place. C'est un peu comme si on dit, le feu est pris à la maison, on vous donne un seau d'eau, mais on fait rien. On a le seau d'eau, mais on fait absolument rien. Donc, je pense qu'on ne devrait pas être étonné. Ça fait longtemps qu'on le sait, c'est juste qu'on a décidé de ne pas agir. Puis j'ajouterais même, on nous parle de chiffres et de chiffres, mais j'aimerais savoir quel est l'impact de Purolator, par exemple. L'été dernier, au mois de juin, on disait, là, vraiment, il y a vraiment eu c'est vraiment très important comme baisse des envois, disons, chez Post Canada, tandis que Purolator avait une hausse de sa propre distribution, mais en même temps, ça appartient à Post Canada. Donc, pour moi, il y a une espèce
espèce de... on se phagocyte peut-être. Je dis pas que c'est seulement ça, la difficulté, mais je pense qu'on devrait être franc, on devrait être transparent, puis se dire, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a des gens qui tiennent au service, il y en a partout, sûrement au Québec, au Canada, qui tiennent au service de Poste Canada, bien qu'on écoute les gens d'abord, puis qu'on se fasse on ne fait pas seulement dire, regardez, on a besoin de faire des économies, tout coûte tellement cher et ça ne fonctionne plus parce que Canada, non, on n'est plus nécessairement à s'envoyer des lettres ou de la correspondance entre amis. Reste que, pour certains, et c'est du colis aussi aujourd'hui, ça sert à autre chose et c'est un réseau énorme. C'est énorme, Poste Canada. Donc, ils ont un pied à terre partout au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec ce parc immobilier-là, cette possibilité-là? Donc, je trouve que c'est peut-être un peu trop simple de fermer comme ça des bureaux de poste sans se dire, mais voici ce qu'on devrait faire. Je ne sais pas quel est le plan. Faire des économies, ce n'est pas un plan, ça, pour une société d'État. M. Lieband nous disait, on va quand même consulter avec les villes, on va travailler avec elles, il y aura des mesures d'adaptation pour les personnes à mobilité réduite, etc. Est-ce que ça vous rassure ou pas du tout? Absolument pas, parce qu'il n'y a pas eu de consultation. Donc, on nous dit, oui, on va faire la consultation après coup. C'est un peu ce qu'on nous dit. Il me semble, on consulte avant, puis ensuite, on regarde quel sera le projet, qu'est-ce qu'on va faire, puis voir justement des mesures d'atténuation et bien connaître. J'aimerais entendre M. Lightbound là-dessus, à quel point est-ce qu'il connaît le territoire et sait quels seront les impacts. Et même à l'interne, chez Poste Canada, c'est tellement différent selon les communautés. Je pense aussi aux communautés autochtones chez nous qui essaient de développer des entreprises. Et là, on leur dit, regardez, ça va être encore plus difficile. Donc, essayez de vous développer quand on vous met des bâtons dans les roues. Moi, je trouve ça très difficile et je n'y crois pas. Ils n'ont pas été rencontrés. Je ne pense pas que les élus ont été rencontrés. L'Assemblée des préfets me l'aurait dit. Donc, il faut que ce travail-là soit fait. C'est le travail du ministre. Merci beaucoup. Merci à vous.